Bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver ici à Montpellier avec tout ce groupe. Et ça fait, je pense, la 13e édition ou quelque chose comme ça du challenge. Donc ici, j'ai une présentation avec mon affiliation. Je ne l'ai pas mise parce que je n'en ai plus. Donc, vous avez entendu peut-être parler du CRAW. Je l'ai quitté il y a bientôt 2 ans. Et je reste quand même à pied dans la technologie parce que j'ai passé 40 ans là-dedans et je me suis bien plu et je ne vais pas m'arrêter. Donc voilà. Merci à Jean-Michel et à son équipe de m'avoir confié cette mission de refaire un nouveau challenge. Donc on va voir un petit peu. J'espère que vous allez apprécier ça. Alors les données, bon, ça ne sert à rien que tout le monde les décrive. Donc il y avait un set de NIRS, hein, vous connaissez bien. Donc de 550 variables, un set de calibration de près de 7000 points et un set de validation de 600 points. Il y avait 3 constituants à prédire et il y avait plein de zéros dans la base des Y, mais c'était des valeurs réelles. Okay, donc c'était un problème assez délicat. Donc ça c'est les données, je pense qu'on débriefera plus longuement après. Alors voilà un peu juste la répartition de ces concentrations, donc 3 histogrammes, donc avec leur minimum maximum. On voit que les zéros, c'est la plupart des points, c'est 0. Alors bon, je reprends ici le critère. Bon, il fallait bien prendre un critère, comme les unités étaient assez différentes. Bon, j'ai repris donc un espèce de RMSEP relatif. Pour au moins avoir un chiffre à la fin qui résume un peu, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un critère, donc ne m'en voulez pas si un autre critère vous aurait classé les gens un peu différemment. Voilà, donc j'ai eu 7 réponses. Bon, pour des questions de temps, donc j'ai sélectionné 5 parmi les 7. Je remercie d'ores et déjà tous les participants qui ont osé se mouiller, passer un peu de temps sur ces données, parce qu'il faut trouver un peu de temps. Bon, ça ne prend pas nécessairement beaucoup de temps, mais si on veut s'accrocher un petit peu, on peut y passer vite un jour ou deux quand même. Donc ici, je vais demander donc aux personnes qui sont marquées sur ce tableau de venir présenter en 5 minutes leur approche. Je vais présenter moi-même celle de Yves, parce qu'il m'a présenté ces données, il a travaillé dessus, mais il a été retenu pour un enfant malade, donc il m'a demandé de présenter, donc je vais prendre la place de Yves et présenter, tant que je peux, son approche. Donc c'est Yves Rogo. Voilà, donc Yves, bon, ben, il a présenté simplement, donc assez rapidement, donc il a pris un pré-processing, donc un SNV et une première dérivée, donc une polynomiale 3 avec une fenêtre de ronce et une première dérivée. Donc il a mis Good Spectral Quality, No Spectral Outliers, c'est moi qui ai rajouté visible. Okay, parce que comme ça, sur les spectres, on peut dire qu'il n'y a pas d'outliers, mais c'est très difficile à voir comme ça. Hein. On n'a pas de gros outliers, mais on peut avoir des outliers. Alors de nouveau, il a remis l'histogramme que vous connaissez. Donc ici, il a rajouté le nombre de zéros, donc en pourcentage, donc c'est bien intéressant. Alors, il a fait une espèce de classification. Il a vu qu'il y avait 2 groupes. Donc, il a essayé au départ peut-être de faire des calibrations par groupe, mais finalement, il a mis tout ensemble. Mais enfin, il avait détecté qu'il y avait deux sous-groupes. Et ça vient en fait, peut-être que je peux déjà un peu éclairer un petit peu, ça vient en fait d'échantillons qui sont en fait de couleurs assez différentes ici, je crois. Alors, il a utilisé une méthode qui peut peut-être valoir la peine de se plancher un peu plus dessus, qui est le Extreme Gradient Boosting Package. Donc, c'est une espèce de machine learning avec des arbres de... Je suppose que ce sont des arbres comme un peu les random forest, je suppose que ça doit être similaire. Je ne connais pas du tout la technique. Donc, Sébastien en avait parlé un petit peu hier. Mais moi-même, je ne sais pas expliquer plus à ce niveau-là. Alors, il a fait, donc c'est une méthode, voilà, donc lui, il avait repris donc un test set 50%, split bar Canary Stone,
Bon, sa calibration, manifestement, est très bonne. Mais bon, quand on voit la différence entre le SEP et son SEC, bon, on voit que c'est des calibrations qui overfit beaucoup. C'est un peu comme les SVM et les réseaux de neurones. Il n'y a que la validation qui est importante. Donc on voit tout de suite qu'on a des résultats très très différents là-bas. Mais moi, connaissant les chiffres, ce sont de très bons chiffres par rapport à ce qu'on peut obtenir. Donc c'était déjà pas mal. Voilà, donc le suivant, je pense, je ne sais plus qui j'avais mis, c'est Mathieu. Bonjour à tous. Donc voilà, je vais présenter ma solution. Alors, comme Pierre l'a dit, en fait, moi je suis parti de la caractéristique principale des données qui était qu'il y avait beaucoup de zéros, donc je suis parti là-dessus. Donc j'ai utilisé une approche en écologie statistique ou en épidémiologie statistique on appelle Hurdle. Donc c'est des modèles à obstacles. Et donc ça se passe en 2 étapes. Tout d'abord, on fait une prédiction de l'absence et de la présence avec une discrimination. Donc ça, c'est l'obstacle représentant le 0. Et ensuite, donc, une fois qu'on a prédit la présence, on prédit le quantitatif, donc les y supérieurs à 0. Voilà. Donc pour les 2 types de modèles, en fait, j'ai utilisé une approche de type locally weighted PLS, donc PLS pondéré localement. Et donc c'est une technique qui permet de traiter des données non linéaires. Alors pour le premier type de modèle, j'ai utilisé la discrimination, donc LWPLS-DA, et pour les Y supérieurs à 0, j'ai utilisé la régression. Alors juste expliquer le principe de la weighted PLS, la PLS pondérée. En PLS, en fait, on calcule des scores, on maximise la covariance entre Y et T, et après, on fait une régression sur les scores. Alors, en PLS classique, on utilise la métrique I sur N. C'est-à-dire qu'on va donner à chaque individu le même poids, 1 sur N. Et pour la régression, on utilise les moindres carrés ordinaires. Pour la PLS pondérée, en fait, on va prendre une autre métrique, c'est la métrique D. On va donner des poids différents à chaque individu. Donc, on maximise la covariance, qui est dans la métrique D, et ensuite on fait une régression linéaire pondérée. Voilà, et donc il y a différents algorithmes qui existent, le NIPALS pondéré, et moi j'ai utilisé un autre algorithme que j'ai construit à l'aide qui va plus vite en fait, en adaptant un algorithme de type Improved Kernel qu'on trouve dans la littérature. Alors en fait, là dans la PLS pondérée, dans les poids, on va donner des poids qui dépendent de la distance à l'observation à prédire. Plus le point dans la calibration va être loin du point à prédire, moins il va avoir de poids. Et donc on injecte une fonction de poids qu'on peut faire varier en fonction de différents paramètres, donc avec des courbes de poids qui vont être plus ou moins pentues. Donc ça, c'est un paramètre à optimiser. Alors en plus, moi ce que je fais dans cette locally weighted PLS, c'est que d'abord, je construis un voisinage. Donc, c'est une présélection. Et ensuite, je fais une weighted PLS. Donc, là, il y a 2 étapes de pondération, en fait. Ça permet d'accélérer le temps de calcul. Voilà, donc j'ai les prédictions. Voilà, donc moi, ce que j'ai fait un petit pré-traitement SNV et Savgolay avec une dérivée 2. J'ai calibré le modèle en construisant un pseudo-test, un pseudo-jeu test en fait. J'ai pris 512 observations qui ressemblaient le plus possible au jeu de validation. Donc j'ai pas fait de validation croisée classique. Je fais une calibration orientée pour répondre au jeu test qui était à prédire. Voilà, donc j'ai eu ces résultats. Donc ce qu'on voit là, c'est que par exemple pour la discrimination, on a des résultats assez bons sur le jeu test, et en particulier pour Y2 où j'avais 0% d'erreur. Voilà. Alors j'avais comparé à d'autres techniques, par exemple une approche des plus proches voisins, simple,
Et là, ici, je l'ai pondéré, donc du weighted KNN. Et aussi, j'avais utilisé une autre méthode qui était une méthode bayésienne qui permet de traiter les données où il y a beaucoup de zéros comme ça. Et bon, en fait, ça donnait des résultats beaucoup moins importants. Donc voilà mes prédictions. Je vous remercie. Le suivant, c'est Manon. Donc Manon Martin vient de Leuven. De Louvain-la-Neuve. Merci. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Manon Martin, je viens de Belgique, de Louvain-la-Neuve. Je vais vous présenter mes résultats. Donc, tout d'abord, les données ont déjà été présentées, donc je ne vais pas les représenter ici. Ce qu'on peut voir, par contre, c'est qu'on a énormément d'observations, et donc ça, c'est très positif, parce qu'on va pouvoir, au niveau des modélisations, eh bien, donc faire de la cross-validation, et puis après, pouvoir éventuellement, mesurer les capacités prédictives sur base d'un jeu de données de test de validation extérieure. Ensuite, au niveau des réponses, eh bien, on voit qu'on a énormément de zéros, effectivement, aussi. Et on voit également qu'on a en fait très peu de valeurs uniques, différentes, alors qu'on a énormément d'observations. Donc ici, la méthodologie, donc, pour chaque étape de modélisation ici, ce que j'ai dit, c'est que j'ai entraîné chaque fois par cross-validation mes modèles, et puis je les ai comparés entre eux sur base d'un jeu de données de validation extérieure. Ensuite, ici, j'ai analysé chaque réponse séparément. Je n'ai pas essayé de faire une grosse modélisation qui incluait les trois réponses en même temps. Et puis, donc je vais vous présenter ici la méthodologie que j'ai utilisée. Alors moi, je travaille essentiellement en métabolomique, donc ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise, le pré-traitement de données proches infrarouges. Et donc j'ai un petit peu regardé dans la littérature ce qui se faisait, et j'ai comparé une série de pré-traitements en analysant en fait le RMSE de prédiction d'une régression PLS sur les matrices qui ont été pré-traitées, et j'ai pris le pré-traitement qui amenait au plus petit RMSE de prédiction, et qui consiste ici à utiliser un SNV, un D-trend et une standardisation sur la matrice XCal. Ensuite, donc, comme ça a déjà été dit précédemment, il y avait énormément de zéros dans cette base de données, et j'ai eu la même idée donc de procéder en deux étapes, de faire tout d'abord une classification binaire entre la réponse égale à 0 ou supérieure à 0. Et pour cette classification binaire, eh bien, j'ai entraîné plusieurs modèles pour en fait décider lequel était le plus performant pour chaque réponse. Donc j'ai entraîné de la PLSDA, du support vector machine, random forest et les cas plus proches voisins. Et ici, en fait, mon critère de capacité prédictive consistait à maximiser une somme entre la sensibilité et la valeur positive prédictive, qui vont permettre en fait d'avoir le plus de certitude sur donc les observations extraites dont la réponse est égale à 0. Et au niveau des résultats ici, on voit que le random forest était le meilleur modèle pour les réponses Y1 et Y2, et pour Y3, c'était le SVM qui était le plus performant. Ensuite, dans la deuxième étape, eh bien, il s'agissait de prédire les réponses qui restaient, donc qui n'avaient pas une valeur égale prédite à 0. Et ici encore, j'ai entraîné une série de modèles différents, de type PLS, Random Forest et SVM. Alors ici, je parle de Random Forest et de SVM en classification et régression. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé ces algorithmes en classification? Bien parce qu'il y a très peu de valeurs différentes, in fine, dans les réponses possibles. Et je me suis dit, je me suis posé la question de savoir comment aller réagir à un algorithme de classification avec ce type de réponse. Et finalement, donc, j'ai décidé du meilleur modèle à appliquer ici sur base du critère qu'on avait pour le challenge de chimémétrie, qui est de minimiser le RMSE en prédiction pour les trois réponses. Et ici, la méthode qui minimisait cette erreur de prédiction, c'est le SVM en régression. Et donc j'ai appliqué cette méthodologie à la matrice de spectres à prédire, avec les réponses à prédire. Et la dernière étape ici, qui est un petit peu, qui n'est pas très orthodoxe, c'est que les valeurs négatives, puisque forcément je n'avais pas de contrainte de positivité dans les prédictions, j'ai mis toutes ces valeurs négatives à 0, parce que ça me permettait de rendre un petit peu plus petit mon RMSE en prédiction. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Une petite question. Qu'est-ce que tu entends par standardisation dans le pré-processing? C'est une réduction? Oui, c'est ça.
Ah, carrément, donc tu mets toutes les variances égales. Oui. Ok. Et alors, je crois que toi, tu avais fait ça aussi, hein, de mettre les valeurs négatives à 0. Hein. Je crois que c'est un réflexe normal. Normalement, comme il n'y avait pas de valeur négative, je suppose que tout le monde a fait ça, de mettre les prédictions négatives à 0. Ça fait un petit gain. Alors, le suivant c'est yes. Alors, je décris ma méthode. Donc, j'ai utilisé un réseau neuronal. Alors, donc les données donc, elles ont été présentées par Pierre. Alors, donc, il y a deux étapes. La première étape, c'est l'utilisation d'une méthode de sélection de variables. Alors, cette méthode, donc, donc, il y a deux approches. Alors, l'approche qui est communément utilisée en chimiométrie, c'est celle qui consiste à maximiser la variance. Et une deuxième approche, c'est celle qui consiste à maximiser plutôt, qui préserve la topologie des spectres. Et celle-ci, justement, que j'ai utilisée. Donc, si on voit ici sur un exemple, si on voit ici, c'est un exemple d'échantillons qui sont décrits par trois variables A, B et C. Si on projette dans l'espace AB, on obtient ça, dans l'espace AC, on obtient ça, et dans l'espace BC, on obtient ça. Alors, dans la procédure ou dans l'approche qui maximise la variance, on aurait tendance à dire que c'est A et B qui sont les variables à choisir. Et par contre, A et B ne préservent pas la topologie. C'est-à-dire, ce que je veux dire par la topologie, c'est maximum de classes. Le maximum de dispersion, maximum de classes, de clusters. Donc c'est cette approche-là. Et qui est réalisé d'une façon non supervisée. Donc l'approche consiste à choisir un set de données qui préserve la topologie des résultats. Donc on fait une analyse spectrale pour déterminer la structure ou la topologie intrinsèque des spectres, et ensuite faire par une approche de moindre carré régularisée avec la norme L1 pour sélectionner le meilleur set des variables. Donc voilà ce que les variables sur lesquelles j'ai travaillé. Donc je trouve avec 138 variables, ce qui représente à peu près 25% de la taille globale du spectre. Et on préserve la topologie des spectres. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les approches neuronales, ce n'est pas le maximum de variance qui nous intéresse, mais justement c'est cette préservation de la topologie. Voilà, donc on utilise un réseau de neurones avec une seule couche, et le réseau optimal est obtenu avec une seule couche cachée avec 6 neurones, et avec un learning rate de 0,1 et le nombre de cycles d'apprentissage qui est égal à 10 et qui dépend de l'évolution de l'erreur sur les données de test en fonction des itérations. Alors, mes résultats, donc voilà ce que j'obtiens pour Y1, Y2 et Y3. Et ensuite, donc il y a un critère qui m'a guidé, c'est que je me suis dit que si les Y val n'ont pas été choisis, n'ont pas été sélectionnés volontairement, ils devraient, d'un point de vue de distribution de statistiques, ils devraient avoir à peu près la même distribution de probabilité que les données de calibration. Et si je vois pour le Y1 cal et Y1 val, on obtient à peu près la même distribution de probabilité, pareil pour Y2 et pareil pour Y3. Voilà. Et je vous remercie. Donc il nous reste Antoine. Merci. Bonjour à tous. Donc je ne vais pas vous réexpliquer comment, la typologie des données que Pierre a déjà expliqué. Moi, j'ai remarqué que la distribution des données était assez bizarre. Bon, je pense que ça, tout le monde l'avait vu.
Donc j'ai fait un pré-traitement qui a déjà été fait par plusieurs, je crois, à SNV avec Savitsky-Golay, parce que ça semblait bien marcher. Et puis surtout, sur l'ACP, ça me donnait plusieurs clusters. Donc je ne sais pas si ça veut dire quelque chose en particulier sur la constitution de la base, mais ça m'a donné envie de classifier les données, un peu comme sur ce que j'affiche ici, parce que si on regarde les valeurs de Y2 qui sont à 0, donc en fait là on les voit, elles sont à gauche. Donc c'est ça qui donne envie de faire de la classif, je pense. Mais finalement, j'en ai pas fait. Parce que avec une approche locale, je pense que je pouvais un peu quand même jouer là-dessus. Donc bon, j'ai fait autrement. Mais ça revient à faire de la classif, je pense. Je me suis basé un peu sur une approche type KNN, dans le sens où on regarde les voisins et puis après on fait des PLS dessus. Enfin, on entraîne des PLS dessus. Donc l'idée de l'algorithme, c'est de faire une ACP sur... alors du coup, les données qu'on prend en training, on projette les données de validation dedans ou de test. Et après, je vais calculer les coefficients de corrélation. Alors là, c'est pas coefficient de corrélation, je me suis trompé. Mais c'est une distance euclidienne dans l'espace de l'ACP, ça marchait assez bien. Enfin, ça avait l'air de marcher. Et puis après, je prenais à peu près les cas plus proches voisins, j'en faisais une base de données locale pour faire une PLS. Et puis après, bon, je choisissais le nombre de variables latentes, ça c'était pas super évident. Mais du coup, à la fin, j'avais un modèle PLS par échantillon dans l'ensemble de tests à prédire. Et puis j'ai répété toute cette procédure plusieurs fois pour essayer de voir si ça marchait à peu près bien. Et il y avait plusieurs paramètres à choisir. Par exemple, on peut dire à quel seuil on choisit pour le minimum de distance qu'on fait rentrer dans la base de données locale. J'avais aussi le nombre minimum de samples que je voulais mettre dedans, parce que faire une PLS à 4 échantillons, c'est pas super. Et puis j'avais aussi... alors oui, l'aspect classification, finalement, je l'ai traité de cette manière-là, c'est que j'ai dit, si on voit 10% de la base de données locale qui est à 0, alors on dit que c'est à 0. Donc on prédit à 0, on n'essaie pas de faire PLS là-dessus, parce que ça va être enfin, ça va pas être très efficace, et du coup j'ai fait comme ça pour traiter l'aspect classif. Et j'obtiens les résultats qui sont là. Bon, par contre, j'ai oublié de mettre les valeurs négatives à 0. Donc peut-être que j'aurai des meilleurs résultats après. Non, normalement, dans l'ensemble de données que je vous ai envoyé, normalement c'est à 0. Je crois, ouais. Non, pas là. Voilà. Merci. Oh, merci beaucoup donc, pour cette présentation. Donc, maintenant, je vais faire un petit, si vous voulez bien me remettre mon PowerPoint. Faire un petit débriefing. C'est Pierre, oui. Ok, donc ici c'est la publication à partir de laquelle j'ai demandé les données à mon ami Anna Garrido et à Lola Pérez-Marin à Cordoba. Donc c'est eux qui m'ont fourni les datasets avec lesquels ils avaient déjà publié. Donc c'était un peu dans cette orientation. Donc le dataset, ce sont des feeds, c'est des feeds pour l'alimentation du bétail. Et les constituants, ce sont des concentrations d'ingrédients en pourcent dans le mélange. Mais les colonnes Y, il y en avait presque 200, parce qu'un feed manufactureur, il a plein d'origines différentes d'ingrédients, de sous-produits, etc. Je ne vais pas prendre les 200. Les 3, on a déjà trouvé que c'était trop. Donc j'ai pris les 3 premiers qui étaient dans la base, qui étaient de l'huile de soja. Donc c'est une rajoute de l'huile de soja, le deuxième c'est de la luzerne, et le troisième c'est de l'orge. Ok. Donc je remercie au passage les amis espagnols qui ont prêté ça. Alors donc, voilà donc, j'ai repris les choses ici. Il y a juste une chose que je n'avais pas donnée dans la démonstration, c'est qu'il y a un petit problème ici. Et ça, personne ne l'a vu. Ça, je suis très déçu de la communauté, parce qu'il y avait une astuce, je me dis, ben, ils vont le voir, c'est pas possible. Alors voilà, donc ça c'est la calibration, ça c'est la validation, et quand on superpose les deux et qu'on dit, ah, ben, il n'y a pas d'outlier, c'est parfait.
Vous auriez dû le voir déjà en faisant ça. Personne n'en a parlé dans la présentation. C'est de projeter et de calculer les distances généralisées du test set par rapport, quand vous faites une prédiction, c'est ce qu'il faut faire. Quand vous n'avez pas d'Y, pour avoir confiance dans vos résultats, vous regardez est-ce que mon fichier, mon spectre à prédire appartient à ma calibration. On le fait ça tous les jours. Vous avez tous les logiciels, donnent les GH, les T, les H, enfin toutes les distances, les métriques, les Q et compagnie. Donc, si on refait ça sur celui-ci, il va de 0 forcément à 5, c'est déjà quelques outliers là-bas. Le test set, il va de 1,5 à 9. Donc là, c'est là. Vous auriez dû avoir... Ah, là, il y a un problème. Bon, si on fait la CP et qu'on voit sur les premiers axes, ici j'ai 2, 3, ben, ça colle pas trop mal. On voit qu'on dépasse un petit peu là, mais on pourrait dire, bah, ça va, c'est la même population. Et il fallait aller un peu plus haut. Si on fait, par exemple, j'ai le 13, le 17, le 19, là, j'ai vraiment 2 sphères différentes. Et j'ai un shift entre le cal et le val. Bon, ici, c'est avec WinEasy que vous reconnaissez sans doute, le logiciel de Foss. Mais si vous avez la PLS Toolbox, vous pouvez faire ça aussi. Donc, le fameux graphe résidu T2. Et ça doit vous dire, ben, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a forcément un décalage du centre de gravité quelque part, où tous ces points sont de distances trop grandes. Enfin, pour les résidus, on peut encore discuter. Voilà, donc notre même graphique sur une PCA. C'est la PC16 et la PC20, ce n'est pas les premières. Donc il faut avoir, quand vous avez des données, il faut creuser un petit peu et pas seulement faire 1 et 2. Si vous voulez voir des défauts, il faut aller un peu plus loin. Ça prend, il faut regarder. Alors, bon, je me suis dit, voilà, maintenant, il faut quand même faire quelque chose avec ça. Donc, j'ai simplement pris la moyenne totale des calibrations et la moyenne totale des validations. Si vous prenez les specs 2A2, ils ont tous le même feature. Et si vous regardez encore comme ça, vous vous dites, ben, ça va, ça fit là, c'est magnifique. C'est la même chose. Si vous faites la différence des 2 moyennes, qu'est-ce que vous obtenez? C'est quoi ce spectre? Non. C'est le spectre d'une dérivée première. Parce que vous soustrayez 2 spectres qui sont décalés. Donc, vous avez une dérivée. Et si vous regardez les absorbances de la dérivée, ils sont beaucoup trop grandes par rapport à un résidu normal. Bon, ici, pour améliorer un petit peu la différence, j'ai fait comme Mathieu, j'ai sélectionné 600 échantillons du cal 7 qui vont me servir de test 7, puisque je dois prédire la même chose. Donc, de chaque échantillon du val, j'ai choisi le plus proche dans le cal pour refaire une base de 600 et avoir 2 moyennes qui, en regardant, parce que j'avais les Y, là c'était plus facile, mais vous autres aussi, d'ailleurs vous les aviez, parce que j'ai utilisé que le cal. Donc c'est un val qui vient du cal, en fait, hein, et les 2 spectres ont la même composition, exactement. Donc j'ai fait les différences. Là, c'est la différence avant avec le total. Donc là, j'ai une moyenne de 7000 à une moyenne de 600. Et là, j'ai une moyenne de 600. Là, j'ai une moyenne de 600, mais qui sont les plus proches. Et à ce moment-là, bon, la moyenne est meilleure au niveau de sa... Comment dirais-je? De son biais. Ben, ça ne change rien, on aurait pu le faire avec n'importe quel spectre. Bon, je reprends de nouveau ici une dérivée très courte, donc un gap le plus petit possible. Donc je fais les dérivées des points côte à côte. Ça, c'est un truc qui était pas mal pour voir la qualité des spectres. Et si on regarde à ce moment-là et qu'on zoome, on voit effectivement que le spectre val est toujours décalé vers la droite. Donc on prend une autre zone, mais il faut faire un cal val, et le spectre de droite val est décalé à droite. Donc on a un shift sur l'axe des X, et c'est ça qui cause le problème sur des PC qui sont relativement loin. Alors, comment faire pour corriger ça? Bon, on aurait pu utiliser des routines comme le warping d'une scrambler, ou tu en as une aussi, Barry? You have the warping in your package? Yeah, okay. So ce warping pourrait être utilisé pour shifter les X et récupérer les bonnes longueurs d'onde au bon point. Bon, moi, j'ai utilisé une méthode parce que le warping, je ne comprends pas ce qu'il y a derrière. Donc, j'aime bien comprendre ce que je fais. Donc, j'ai fait mon warping personnel. Alors, je me suis dit, bon, si on utilise, il faut d'abord trouver la position des pics. Donc, et puis, si on passe une seconde degré par une parabole autour du pic et qu'on fait la première dérivée de la parabole, on va trouver que la position est à moins de
la moins B sur 2C. Vous avez tous fait ça en deuxième, en l'école secondaire. Donc, c'est quelque chose de connu. Donc, voilà un petit peu comment ça marche. Donc, on peut trouver l'indice exact du maximum en faisant ce petit truc, opposition du pic de la dérivée première. C'est ce que j'ai fait ici avec quelques lignes de MATLAB. Et pour obtenir, en fait, voilà. Donc, ça, ce sont les pics pour la moyenne du fichier cal. Et ici, ce sont les pics pour la moyenne du fichier val. On voit que certains, 108, 109, vous voyez, sont décalés d'une unité, parce qu'il y a un décalage qui est moins d'une unité d'index. Donc parfois, il garde le pic à la même position, parfois, il est un peu décalé. Bon, maintenant, il faut que je trouve les bons pics. Donc j'ai utilisé donc, à ce moment-là la fameuse polynomiale et la dérivée. Et voilà donc les 26 pics que j'avais trouvés pour la calibration et la validation, avec évidemment suffisamment de décimales que pour faire la différence. Et je suis à peu près constant, sauf une fois, je ne sais pas pourquoi, il y a eu quelque chose dans ce pic-là, je ne sais pas, il a déconné, mais les autres me donnent une médiane de 0,94, donc que j'ai arrondi à 0,25. Donc je considère que j'ai, au niveau de l'indice, 0,25, et comme j'avais donc, je vous avais dit 550 nanomètres, mais c'était par 2 nanomètres, donc j'ai un chiffre de 0,5 nanomètres entre le val et le cal. Alors, bon, ben, j'ai réinterpolé le val par step, par pas de 0,25 pour arriver à 2200 spectres. Puis j'enlève la première colonne, et puis je retiens une colonne sur 4, ce qui fait que je me retrouve avec des spectres réalignés simplement. À ce moment-là, je vérifie mon algorithme et je vois que le shift a disparu. Donc, j'ai fait appliquer évidemment ça sur les 600 de tests. Et alors, j'ai commencé seulement à optimiser à ce moment-là. Alors, pour l'optimisation, ben, je n'ai pas fait grand cas. J'ai juste utilisé mon local de WinEasy que j'utilise habituellement, qui est un local basé sur les corrélations entre spectres. Et qu'est-ce que je voulais dire, moi? J'avais dit quelque chose d'autre. J'avais quelque chose. Oui, j'avais ici. Ah oui, j'ai dû aussi une petite astuce, comme si par local, je demande 50 échantillons pour prédire un échantillon, et que par hasard, il me trouve 50 zéros, le programme va se crasher, puisqu'il n'y a pas de variance dans les Y. Donc, j'ai introduit une colonne de bruit dans mes Y pour ne pas avoir de variance nulle au niveau du calcul. Et à ce moment-là, j'ai ça, donc j'ai 0,37, ce sont des chiffres d'ailleurs que vous avez vus à peu près pour le premier, donc il y a même des choses qui sont meilleures avec ce que vous a présenté. Ça, c'est pour le soya oil. Ça, c'est pour le pourcentage de luzerne. Donc, ça, c'est les 600. Ce ne sont pas les 600 de test ici, hein, c'est les cals que j'ai là. Mais bon. Ici, c'est pour le Barley 4.1, donc c'est des valeurs qu'on a déjà vues, parfois moins pour certains participants. Bon, voilà après optimisation, donc c'est ce que je disais ici, on remplace les zéros par ça. Donc j'ai optimisé pour avoir le nombre d'échantillons, le minimum de facteurs, ça veut dire les facteurs avant 3, je ne les considère pas, je vais jusqu'à 20, et j'ai pris le minimum RSEP pour les 3 paramètres. Okay. Ici, j'ai mis les val corrected et c'est le val, le réel, quoi, ici, avec mes valeurs là-bas, donc mais corrigées. Okay. Donc ici, j'ai 0,34, j'avais 0,37, j'ai 0,11, j'ai 1,15, j'ai 3,44. Donc je suis même un peu meilleur sur le set de validation que sur ma sélection de 600 qui ressemblait au set de validation. Donc, ça, comme j'avais fait une sélection de ce set-là, donc ça a bien donné. Donc ici, évidemment, donc ça c'est à nouveau la même chose. Donc j'ai mis, ma petite correction a permis d'aller de là à là, où j'ai remis évidemment les données à leur place. Alors si j'avais prédit les valeurs, le val7 non corrigé, c'est pour ça que j'ai remis ce tableau-là, j'aurais eu 0,51, oups, attendez, je fais dans le mauvais sens, donc 0,51, 0,34 sur le corrigé, 0,51 sur le non corrigé, 1,11, 1,89 ou 1,88, 3,40, 5. Donc j'ai presque la moitié, ou peut-être une grosse moitié, en gain en réajustant mes valeurs.
Vous voyez que ça compte beaucoup quand même d'avoir un spectre bien aligné. Voilà, alors évidemment, bon, ici, on gagne avec de nouveau l'astuce de mettre toutes les prédictions qui sont inférieures à 0 à 0. Et là, je gagne un chouïa ici, 34, 32. Là, ça reste la même chose. Là, ça reste quasiment identique. On passe au niveau du test de classification totale de 0,42 à 0,40. Donc, celui qui n'a pas fait, normalement, il ne perd pas énormément en mettant les valeurs nulles à 0. Voilà. Donc, ça, c'est le benchmark. Maintenant, les participants. Donc, pardon, 1 minute? Ben, ça va aller, 2-3 minutes, allez. Donc ça, c'est mes résultats. Hein. Donc on voit avec donc, le val corrigé et le val non corrigé, je donne ça à titre pour se situer. Les deux personnes qui ont présenté mais qui n'ont pas été sélectionnées présentées, donc Yves a donné de bons résultats. Par contre, Tanguy n'avait pas eu assez de temps et il m'avait dit dans son email, bon, ça va pas, j'ai pas fini, mais il m'a demandé un délai, mais j'ai dit, je ne peux pas donner une date, une deadline pour un autre, tout le monde, c'est la même date. Donc, il n'a pas continué, mais je pense qu'il continuera après parce qu'il était volontaire. Alors, numéro 5, l'IS avec ANN. Donc, on voit un petit peu, mais c'est 0,60, 0,51. Donc, là, on est quand même 2 fois plus haut quand même. Hein. Mais par contre, ici, ça se voit moins sur le ratio. Mais bon, si on regarde les RMSEP, mais bon, on verra après. Donc, numéro 5. Numéro 4, Antoine, avec donc une discrimination et log PLS. Hein, c'est un peu ça. Excusez, Antoine. C'est un peu ça, hein, pour résumer. Hein. Donc, ça descend, forcément. Alors, Mathieu, 0,56, 2,65, 7,01. Donc, local WPLS, discrimination et régression. Yves, avec son regression tree gradient boosting. Ouais. Et alors, notre championne du jour, Manon, qui a eu le meilleur résultat avec 0,54, 2,03, 6,46. Mais vous voyez, tout ça, à mon avis, se tient dans un mouchoir de poche. Et comme personne n'a corrigé les specs, ben, tout le monde se tient. Les différences sont très minimes. Mais voilà. Donc, on voit que ici, c'est du SVM. Je ne savais plus exactement ce qu'elle avait fait, mais il y a du random forest dans certains cas et du SVM aussi. Donc, c'est un peu un mixte. Mais je pense qu'elle a passé un peu plus de temps, elle a testé plus de choses et elle est arrivée à un résultat un peu affiné même sur un set qui était juste shifté, qui n'était pas... mais bon, en passant un peu plus de temps, on améliore un petit peu, mais je pense que tout ça est à peu près dans le même carré, quoi. Voilà, donc merci encore à tous les participants. Je ne sais pas si vous avez des questions avant de remettre le prix à Manon, puisque c'est comme ça que c'est prévu, Jean-Michel, je pense. Est-ce qu'il y a des questions particulières dans la salle? Pour l'un ou pour l'autre, ou pour moi? Ludovic. Juste un commentaire. Oui. Commentaire, mais qui est plus sur la spectroscopie. Ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'un décalage de 0,5 nanomètres dans le proche infrarouge, on a des bandes passantes qui sont très très importantes, et de voir que 0,5 nanomètres a une influence comme ça, c'est assez particulier. Oui. C'est un résultat. Oui, j'avais encore un slide en plus. Bon, c'est important, donc ça a créé en fait voilà une équation pour parler de, j'en ai pas représenté tout, mais une seulement. Donc on a les fameux zéros ici qui sont en large, et ça produit un biais. C'est pas mal prédit au niveau du. Si on corrigeait du biais, je pense qu'on arrive à peu près au résultat logique, quoi. Une autre question? Sinon, on va pas, comment dirais-je, angoisser Jean-Michel davantage. Donc, je ne sais pas qui doit remettre le prix, c'est parce que moi, je ne me l'ai pas donné. Donc, il y a une licence, je ne sais plus quoi, à remettre à Manon.
Mais je ne l'ai pas, je ne sais pas qui doit la donner. Bon, ben, dis, non. On va faire semblant, hein. Félicitations.